Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, le podcast qui vous raconte un petit peu le monde du logiciel et l'univers des startups. Aujourd'hui, je vous propose un invité que je connais déjà puisqu'on a déjà pu travailler sur des projets communs, qui travaille pour une marque qui florissante, on va le dire, une startup française qui s'appelle Cheers. Et aujourd'hui, j'accueille Louise Martin. Bonjour Louise. Salut David, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et comme je disais en intro, on se connaît déjà un petit peu, puisqu'on a déjà bossé sur un live ensemble avec Hello My Bot, Xavier, Exactement. qu'on salue. Et je suis très content de te recevoir de nouveau sur un nouveau format pour le coup. Et on va parler plus de toi, plus de Cheers, plus de Care, toujours plus, puisque c'est un sujet passionnant. Et justement, pour commencer, Louise, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter un petit peu ton histoire, peut-être avant Cheers, qu'est-ce que tu as fait comme expérience? Et après, ça nous permettra d'enchaîner un petit peu sur la suite. Bien sûr, avec grand plaisir. Du coup, hello tout le monde. Donc, je m'appelle Louise, j'ai 29 ans. Et pour resituer un peu mon parcours, j'étais à l'école à l'université Paris Dauphine. À la base, je me suis toujours dans mon cursus professionnel à l'école, je m'étais orientée vers le marketing et ensuite je m'étais spécialisée en management et relations clients. Parce que j'avais eu l'occasion lors de plusieurs de mes stages, notamment à l'équipe et chez Havas, de travailler avec des directeurs de clientèle, vraiment dans l'accompagnement de comptes, vraiment d'avoir une première approche sur le customer success. Et j'avais vraiment bien aimé. Donc, je me suis orientée là-dedans et quand je suis arrivée sur le marché professionnel, j'ai fait une première expérience en CDD pour l'Euro 2016. Alors déjà, il faut savoir, j'adore le sport, je suis une grosse fan de foot, donc je me suis dit un euro T'étais en servi France. là. Ah ouais, clairement, l'euro en France, c'est une opportunité à ne pas louper. Et du coup, voilà, j'ai travaillé pendant 6 mois pour l'Euro 2016, où en fait, c'était pour le coup un peu plus un travail logistique, où en fait, j'ai animé et géré la venue de tous les journalistes germanophones, donc pour les équipes d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse. Incroyable. Donc c'était génial. Et il y avait quand même une petite partie de relations clients parce que il y avait quand même toute la partie de gestion, d'accréditation et puis le suivi des journalistes et de leurs demandes. Donc voilà, c'était vraiment pour le coup un peu ce qu'on peut appeler de la relation client, un peu en face à face pour le coup, mais voilà, mais c'est génial, j'ai adoré. Et par la suite, quand il a été question de retrouver une autre opportunité, j'avais bien aimé moi ce côté terrain pour l'euro. Du coup, je m'étais dit que je voulais continuer là-dedans et j'ai commencé chez Leroy Merlin en tant que responsable service client pour le magasin Beaubourg. D'accord. Sauf que le terrain dans un magasin chez Leroy Merlin, ça n'a rien à voir sur du terrain pour l'Euro 2016. Mhm. Donc je me suis rendu compte que finalement le secteur me correspondait pas forcément et les méthodes de travail non plus, parce que pour le coup la gestion d'un service client dans un magasin, c'est quand même assez différent de ce que j'avais appris et de ce que j'avais vu. Donc c'est beaucoup de relationnel face à face, c'est quand même beaucoup de conflits. Pour resituer, c'est à Châtelet, c'est une grande boutique, c'est sans doute une des plus grandes boutiques du centre-ville de Paris, si je ne m'abuse. Exactement. C'est un très beau magasin pour le coup, mais voilà, tout ça a fait que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi et donc j'ai cherché une opportunité un peu plus voilà de bureau et moins terrain et j'ai commencé du coup chez Chauffeur Privé qui est ensuite devenu Captain, qui est maintenant devenu Freenow parce qu'elle s'est fait racheter. Donc c'est une Branding entreprise sur de branding. exactement. Donc j'ai fait beaucoup de rebranding et tous les VTC. Et quand je suis arrivée chez Chauffeur Privé, mon rôle, j'étais ce qu'on appelle team leader et mon rôle, c'était de mettre en place tout ce qui était process, formation, suivi qualité, parce que quand on arrivait dans la team, il y avait 4 personnes, mon manager et 4 autres personnes. Le business marchait vraiment bien et on faisait beaucoup de croissance, il y avait beaucoup de recrutement, donc il fallait absolument qu'on ait en place voilà tout ce qu'il faut, voilà des process, des outils avant de pouvoir recruter et avoir des personnes qui travaillent avec nous. Donc ça a été mon rôle pendant 1 an et demi. J'ai commencé à recruter, j'ai géré une petite équipe parce que du coup j'étais team leader, donc j'ai recruté des gens, je les ai formés, voilà et donc, au bout d'1 an et demi, on avait 2 pôles, un B2B, un B2C. Moi, je gérais celui B2C et je gérais 6 agents. Et au B2B, ils étaient 4. Donc, on est passé de 4 à 10. Et pour resituer peut-être à l'époque, donc face à Uber,
Uber, pardon. Je vais pas commencer à prendre l'accent français. Mais du coup, la taille du marché quand tu rentres chez chauffeur privé, combien de clients à peu près tu gères et du coup, qu'est-ce que ça représente en termes de business? Alors, pour être très honnête, je crois que je me souviens plus quand je suis arrivée du nombre de clients, mais clairement, on était une goutte d'eau par rapport à Uber. On était vraiment le pendant français. On était très entreprise, très cocorico. Roule les Français, on paye nos impôts en France. On a un programme de fidélité. Voilà, on essaie vraiment de se différencier sur ces gros axes-là et surtout D'accord. sur notre accompagnement chauffeur qui est très différent d'Uber. Mais oui, on était clairement une goutte d'eau en termes de part de marché. Je pense qu'on devait être à 2%, quoi. On était une équipe, une cinquantaine de personnes à mon arrivée. Ok. Et t'es Euh, resté combien de temps du coup chez chauffeur privé qui a je peut-être suis changé arrivée de nom entre-temps? alors je suis restée 3 ans et demi, donc j'ai fait 1 an et demi au poste de team leader et ensuite en fait j'ai remplacé mon manager qui est parti. Donc j'ai géré les deux pôles B2B, B2C et surtout on a ouvert du coup quand on est passé Captain, on a eu la chance de pouvoir ouvrir des nouvelles villes européennes parce que l'ambition après c'était vu que pendant 1 an et demi ça a vraiment très très bien marché en France, on a vraiment pris de plus en plus de parts de marché, ça marchait super bien. Donc on a eu l'opportunité du coup d'ouvrir aussi à l'étranger. Donc on a ouvert en Portugal, en Suisse et en Angleterre. Donc après ma grosse mission, c'était de continuer un peu la croissance en France parce que ça a continué, c'était assez dingue. On était vraiment en hyper croissance. Donc c'était de continuer un peu de scaler l'équipe et de gérer la croissance en France. Et après c'est d'ouvrir ces marchés-là, notamment gérer toute la partie service client voilà, sur les différents autres marchés qui ont ouvert. Et du coup, ça a été aussi de mettre en place en interne un service client du coup à Lisbonne, vu qu'on avait ouvert au Portugal. Donc ça a été ensuite voilà, de monter toute cette équipe vraiment en care à Lisbonne en interne. Et j'ai fait ça du coup pendant 2 ans, juste avant que du coup Captain devienne ensuite Freenow parce que ça a été racheté par ce mastodonte européen. Ok. Euh, Et du coup, c'était combien de personnes là à la fin de ton parcours chez Captain? À la fin de mon parcours, du coup, chez Captain, on était un peu plus de 70 personnes au hub de Lisbonne, donc qui gérait les 4 pays. On va dire que tu as participé grandement à cette croissance-là, hein. Bah oui, j'espère, oui, oui, j'espère qu'on s'en souviendra. Euh, Et on peut dire que tu as été du coup abonné à ce genre de scale-up, puisque finalement aujourd'hui tu es dans une autre entreprise avec une croissance qui a pu être assez similaire à celle de Captain, qui est du coup Cheers. Exactement. Et du coup, juste après, je suis arrivée chez Cheers. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que j'y suis maintenant. Ce que j'aime particulièrement chez Cheers, ce qui est aussi intéressant, c'est que pour le coup, là, le service client est délocalisé. Donc, je gère un service client délocalisé. Et en vrai, c'est assez intéressant parce que ça n'a rien à voir avec avant notre service client qui était internalisé. Donc, au départ, dans les mêmes bureaux à Paris, puis ensuite à Lisbonne, donc un peu plus lointain. Et là, c'est une autre manière en fait d'approcher un peu la relation client et la gestion de prestataires. Et en vrai, c'est super cool. Et justement, Louise, pour qu'est-ce qu'il y a de différent pour les personnes qui savent pas trop, qui sont pas vraiment dans cet univers-là et qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire délocaliser, localiser, internaliser? Ouais. Alors internaliser, service client qui est internalisé, ça veut dire que les recrutements du coup se font en interne par les RH en interne et les personnes vraiment ont des contrats avec ton entreprise, un contrat du coup local avec ton entreprise. Donc c'est des personnes que toi tu recrutes, que toi tu formes. Voilà, c'est vraiment ils font Du coup, avec un contrat déterminé ou indéterminé. exactement, mais qui font vraiment partie à 100% de l'entreprise, alors qu'un prestataire du coup délocalisé, comme ça l'indique, c'est vraiment un prestataire avec qui on a un contrat, à qui on doit donner un peu nos guidelines, où est-ce qu'on veut aller, comment ça se fait, et c'est eux qui après derrière gèrent. On gère aussi quand même à deux, mais qui gèrent en partie le recrutement, la formation. Nous, on fait un suivi aussi derrière, mais d'un peu plus loin. On n'est pas du tout, en fait, vraiment dans l'opérationnel pur, quoi. On délègue D'accord. Est-ce qu'on complètement parle par exemple de call center ou de structures de cet ordre-là? exactement. Après, moi, j'aime pas trop le terme call center, pour être honnête. Ouais, c'est pour ça que je l'ai utilisé avec des Mais en fait, pincettes. oui, c'est ça. C'est clairement ça. D'accord, très bien. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais chez Cheers depuis 1 an et demi maintenant? Et donc, depuis 1 an et demi, donc quand je suis arrivée, j'ai un peu restructuré l'équipe parce que il y avait des congés mat, il y avait des Bien départs, sûr. l'équipe était pas assez staffée par rapport à ce que j'avais vu. Donc, mon plus gros boulot, ça a été un peu de restructurer un peu toute la team. Et là, je suis contente parce qu'on est enfin au complet. Donc, en fait,
en plus du coup du prestataire qui gère vraiment toute la partie service client pur, je gère en interne du coup une équipe de 5 personnes. Donc je vais avoir des team leaders par marché. Donc sachant que nous, nos marchés principaux, c'est la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, même si globalement on livre dans tout le monde, c'est un peu ça nos marchés prioritaires. Donc j'ai des team leaders par marché. J'ai une personne qui va gérer tout ce qui est formation et qualité. J'ai une personne qui est chargée de projet qui va m'accompagner sur toute la mise en place de projets transverses, donc soit l'intégration de d'outils ou d'autres projets un peu plus transverses avec les équipes. Et là, dernièrement, j'ai une personne qui est dédiée vraiment sur les sujets techniques parce que Cheers, c'est globalement une entreprise du coup très tech où il y a une customisation des produits, donc qui dit forcément potentiellement plein de petits soucis. C'est un peu un de nos gros pain points et du coup qui est vraiment le pendant avec le produit, la tech et les QA pour mieux remonter la voix du client, corriger au plus vite ces bugs qui sont quand même très très compliqués à gérer niveau client. Et on veut vraiment mettre un gros focus parce que moi ça a été tous mes sujets dans toutes mes entreprises, c'était voilà la gestion avec le produit, se faire prioriser, se faire entendre. Donc c'est très cool d'avoir quelqu'un vraiment dédié à ça. Et justement, avant que tu poursuives, peut-être pour l'audience qui ne connaissent pas encore la marque, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, alors peut-être très rapidement, de Cheers? On invite d'ailleurs les gens à aller regarder s'ils nous écoutent Bien sûr. directement sur le site. Parle-nous peut-être de cette entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est une entreprise française, une start-up. Exactement. C'est ouais, ce qu'on appelle encore startup, même si je pense que maintenant on est un peu plus une scale-up, qui a été créée en 2012 et qui globalement propose de l'impression photo en ligne sur différents supports. Ça peut être voilà, des tirages classiques, des albums, des cadres, des calendriers, des puzzles. Enfin, je vous laisse voir, on a beaucoup de typologies de produits différentes. On a été racheté par CV, qui est un peu le géant européen des labos photo et du tirage photo, donc qui est actionnaire chez Cheers, qui nous permet d'avoir une force de frappe assez énorme. Et nous, ce qu'on aime bien dire, et ce qui est un peu notre guidelines, c'est qu'on a envie un peu de mettre de l'extra dans notre ordinaire. Donc c'est un peu notre motto. Et voilà, c'est une boîte qui veut pas se prendre la tête, qui est assez ludique. Nos produits sont assez jolis, assez sympas. On veut que l'expérience soit hyper smooth pour nos clients. Voilà, on a, je pense, une jolie app, et ce qu'on veut, voilà, c'est une super expérience client, que les gens s'amusent en fait à créer en fait leurs produits photos qui sont des souvenirs hyper importants, et après de les recevoir, qu'ils soient hyper heureux, et voilà, qu'on soit là dans leur quotidien, un petit moment de blues, tu regardes tes photos, ou un moment, voilà, tu veux te remémorer des super souvenirs, tu as tes photos, les formats sont cool, les produits sont jolis, tu les gardes, tu peux les accrocher chez toi, et Je voilà, tu confirme, accompagnes pour les gens être pour... client Cheers, je suis très friand des formats Polaroid aussi, moi. Ah, Donc, ouais. c'est vraiment quelque chose que j'ai kiffé. Et du coup, avant même qu'on se connaisse, j'étais déjà client. Donc. Ouais, mais du coup, on est du coup un site et une application principalement. Les gens passent plus par l'application. Et globalement, on est 150 salariés, donc on est 100 au siège, et on a aussi une usine de production vraiment à nous à Gennevilliers. Et comme je disais, vu qu'on a été, il y a CV qui est notre actionnaire majoritaire, qui nous permet voilà d'utiliser aussi leurs usines partout en Europe pour voilà avoir une force de frappe plus forte. Délivrer plus de produits et surtout livrer plus vite et plus facilement certaines zones. Ok. Et justement, tu l'as peut-être précisé, mais vous livrez un peu partout? Pas que Europe, hein? Exactement, globalement, un peu partout dans le monde. On livre en Australie, on livre en Nouvelle-Zélande, on livre en France, en D'accord. Espagne, voilà. C'est Et le quasiment gros dans du tous les pays. marché reste. Ouais, excuse-moi, je te coupais. Ouais, Le marché, du coup, reste quand même français, ou est-ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un peu lissé avec la croissance de la startup? ouais, le gros du marché reste quand même le marché français, chez qui on est numéro 2. Après, vachement l'Espagne et l'Italie, parce que c'est là où on met aussi Vos efforts, hein, voilà, où on j'imagine, met commerciaux. nos efforts. Donc, on est numéro 3 dans ces marchés-là. Pareil pour l'Angleterre. Mais évidemment, l'idée, ça va être de faire des focus de plus en plus sur plein de pays d'Europe, et pourquoi pas se lancer ensuite à l'assaut d'autres marchés plus loin. Mais aujourd'hui, voilà, c'est vraiment Ah, ça notre j'espère. focus, c'est l'Europe du Sud et potentiellement l'Europe du Nord très bientôt, on espère. Et justement, combien de clients aujourd'hui à peu près, hein, sans rentrer trop dans les chiffres, Louise? Et c'est quoi le client type, la cliente type Cheers aujourd'hui?
Alors, évidemment, aujourd'hui, nous, notre cible principale et la cliente type, ce sont plutôt des femmes jeunes, entre 25 D'accord. et 45 ans, qui sont évidemment digital native, voilà, qui utilisent beaucoup leur téléphone, leur application, potentiellement qui sont mamans. Voilà, c'est plutôt ça notre cible. Après, on a aussi des cibles secondaires. On vise quand même les hommes, mais pareil, dans un peu le même tranche d'âge, le même et un peu le même moto, quoi. Et du coup, c'est combien d'utilisateurs, utilisatrices aujourd'hui à peu près? C'est plusieurs millions maintenant déjà. Je ne donne pas le chiffre exact parce que je suis pas sûre de pouvoir le Pas de donner. Mais souci. Mais voilà, on est déjà sur un gros volume quand même pour exactement, non, non, situer. c'est un gros volume et donc ça fait beaucoup de clients à fidéliser. Non, c'est super intéressant et justement, merci d'avoir reposé un petit peu le cadre. C'est hyper intéressant. Bon, pour les gens qui connaissent pas Cheers, bien sûr, allez voir. Vous verrez que c'est très coloré, c'est très dans l'air du temps. En tout cas, on ressent en fait toute cette énergie, cette jeunesse et même Mmh. ce sentiment de rattacher les souvenirs. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un sujet, c'est qu'aujourd'hui, on prend beaucoup de photos avec son téléphone, mais finalement, voilà, ça va faire peut-être un peu vieille école, mais moi, je sais que j'ai vécu une époque où on développait les photos avant de les voir. Et finalement, c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu. Et Cheers, vous faites un peu le pont avec ce format un peu physique, quoi. Bah, c'est ça l'idée, exactement. Tu as très bien résumé, Tu me payes pas pour le dire en plus. l'issue. Et en plus, ouais. Et justement, bah, maintenant qu'on a bien compris l'entreprise et ce que tu faisais dans cette entreprise, j'ai bien envie de profiter que tu sois là pour parler un petit peu de ton métier. Parce que Bien justement, sûr. c'est quand même un gros sujet, des millions d'utilisateurs, utilisatrices, comme tu disais. Mais derrière, comment ça se gère au quotidien avec tes équipes, avec tes prestataires, toute la partie customer care. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais justement, déjà redéfinir ce que c'est que le périmètre du care, qui est pas forcément que du support, que du, Mmh de, personal shopper, tu vois? On parle souvent de ça, ou mh. bien même des gens qui vont juste te donner ton mot de passe, si tu l'as Ouais. oublié, ou te dire où est ta commande. Voilà. Est-ce que tu peux nous redéfinir un petit peu le contour de ton métier et comme ça nous parler un petit peu, justement de ton quotidien avec tes équipes après? Yes, bah, alors nous, le customer care, clairement, le gros objectif, c'est de fidéliser tous nos clients. C'est-à-dire que, dès que même si le client n'est pas encore acheteur, c'est en fait d'être là, où il a besoin, quand il a besoin, qu'il se sente libre de nous contacter, qu'on l'accompagne. L'idée, c'est vraiment de l'accompagner au mieux dans son acte, d'achat et ensuite dans sa fidélisation pour le voir revenir. Et c'est aussi le côté vraiment ce qu'on appelle un peu l'expérience client. C'est en fait de faire en sorte de garantir en fait une expérience client au top pour lui. C'est-à-dire que dès qu'il arrive sur l'app, qui ne se sentent pas perdus, qui trouvent l'app plutôt intuitive et que son parcours, voilà, que ce soit à la création ou quand il regarde les produits jusqu'à la partie achat et ensuite suivi de livraison, voilà, que ce soit hyper smooth pour lui, qu'ils disent que c'est plutôt sympa et que c'est à refaire et que ce soit pas une contrainte. Donc c'est vraiment ces deux sujets-là, donc vraiment l'expérience client et le côté vraiment fidélisation, c'est les deux principaux objectifs en fait de la team actuellement. Super clair et bon, moi, j'ai envie de te poser la question, en moyenne, au quotidien, combien de fois on te sollicite, toi et tes équipes, pour des questions que tu viens de citer? Alors nous, alors on a quand même un business assez saisonnier, mais dans les grandes mailles, dans les moments Ouais, j'imagine classiques, que ça doit être Noël, des grandes fêtes comme ça exactement, où, c'est ce qu'on tu as des appelle gros boosts. exactement, on a des gros boosts qu'on appelle en interne des key printing moments, qui vont être, bah, Waouh! alors Noël évidemment, mais après tout ce qui est fête des mères, fête des pères, fête des grands-mères, Saint-Valentin et la rentrée. Voilà, tu rentres de vacances, tu as envie d'avoir tes souvenirs, tu Ah t'es d'accord. beau, tu envie Mmh. d'avoir tes souvenirs. Donc voilà, ça c'est nos principaux key printing moments, donc où forcément le volume est un peu plus élevé et du coup la charge est un peu plus élevée. Mais en temps calme, on est autour de 15-17 000 sollicitations par mois. Et typiquement, Noël, ça peut aller jusqu'à un peu plus de 45 000. Donc ça peut aller du simple au triple.
Eh ben, incroyable. Et quelles sont un peu les questions qui reviennent souvent? C'est si je devais te demander le top 3 des questions qui sont demandées chez Cheers, qu'est-ce que ça peut être? Yes, bah alors le principal, ça va être tous les sujets de livraison, parce que bah, malheureusement, on est Ah, aussi dépendant de nos transporteurs. bien Donc, sûr. bah, il y a parfois des soucis, malheureusement, ou autre. Donc ça va être le principal. Après, la deuxième partie, ça va être sur la partie création de produits, parce que nos produits, du coup, sont customisables. Donc voilà, on essaye d'avoir une plateforme un peu de customisation hyper intuitive, hyper claire, hyper simple, mais tu as toujours voilà, des Des questions. gens qui se Voilà, posent comment faire ci, comment faire ça, ouais. exactement, tu as besoin d'aide. Et après, ça va être des questions sur la qualité des produits ou alors des retours sur les produits, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est un peu le top 3 des gros retours qu'on gère, sachant que bah, nous, évidemment, notre objectif, c'est de toujours essayer d'optimiser le taux de contact. Donc le taux de contact, c'est en fait bah, le nombre de contacts qu'on a au service client sur le nombre de commandes. Nous, notre objectif, c'est essayer de l'optimiser parce que ce que j'aime bien dire, c'est bon, c'est un peu paradoxal, mais le meilleur service client, c'est quand on n'a pas besoin. Donc, idéalement, ce serait que l'expérience client soit tellement smooth, claire et simple que t'aies pas à contacter le service client. Ça, c'est un peu au final D'accord. le goal suprême. Donc en gros, tu travailles pour que tu en aies plus. C'est un peu ça. Bah, ça me fait un Indirectement. peu penser à cet article que j'avais vu où c'est quelqu'un qui, pendant le confinement, avait réussi à automatiser toutes ses tâches et en fait, il travaillait plus que, je sais plus, genre une ou 2 heures par semaine, juste en rafraîchissant un peu toutes ses tâches. Et J'ai vu passer cet article aussi dans un cabinet d'avocats, non, je crois. ouais, c'était quelque chose comme ça. Et du coup, bah, c'est un peu ça le. Alors c'est pas l'objectif, mais au fond, c'est un peu ça. Ah, super intéressant. Et justement, c'est quoi un bon taux de contact? Tu vois, pour donner un peu un ordre d'idée, sans forcément rentrer dans, je sais qu'il y a des chiffres que tu peux pas nous partager, mais Mm. voilà, c'est quoi les bons tons de contact pour, par exemple, il y a des entreprises qui nous écoutent sans doute et qui se demandent, bah voilà, est-ce que une commande sur deux qui me contacte, c'est beaucoup, une sur 10? Tu vois, c'est quoi un peu avec ton expérience chez Captain, chez Mm, mm, Leroy, mm. chez Cheers? Qu'est-ce que tu peux nous Ouais. partager Alors, comme c'est vrai que tendance? c'est super dépendant aussi des marchés et des Des secteurs. produits, j'imagine, ouais. Parce que j'ai été la première étonnée, typiquement chez Captain, on était à moins de 3% de taux de contact. Donc c'était Ce qui est peu. vraiment assez peu. Et vraiment, quand on D'accord, était à 3,5, c'était branle-bas de combat, alerte générale. Quand je suis d'accord. arrivée chez Cheers, pour donner une idée, on est à quasiment triple, quoi. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée, que j'ai vu ça, j'étais très, très, très étonnée. Parce que je me suis dit, waouh, mais c'est énorme. Mais au final, voilà, nous, notre entreprise, il y a quand même toute une partie vraiment création de produits où en fait, on veut quand même être là pour le client, pour l'accompagner en fait dans sa création, parce qu'il a besoin de conseils. Donc c'est pas du service client pur et dur sur ah où est ma livraison ou ah j'ai pas reçu mon colis, mais il y a aussi toute cette partie vraiment conseil qu'on veut avoir. Donc c'est pour ça que j'aime pas qu'on appelle voilà nos chargés de clientèle des agents service client parce que c'est plus que ça, c'est un peu aussi des coachs. Donc Mmh. Et j'imagine aussi que le taux s'explique chez Captain, que les sollicitations ont été différentes. J'imagine que quand tu exactement, contactes le service client, c'est plus quand tu as un souci de facturation ou un problème avec un véhicule, voilà, ou exactement. c'est peut-être ça? Donc voilà, donc c'est D'accord. très différenciant selon les marchés, mais bon, de ce que j'ai vu et pour en avoir parlé avec d'autres personnes, d'autres secteurs, oui, idéalement, oui, avoir un problème, une commande sur 2, c'est beaucoup, beaucoup trop. Voilà, c'est d'être à au moins de 15%. Mmh. Et justement, pour rentrer vraiment dans le cœur du sujet, parce que j'imagine que tu fais pas ça comme ça, Mmh. en préparant un petit peu le podcast, on se demandait un petit peu si on pouvait parler de ta stack d'outils. Donc qu'est-ce Bien que sûr. toi, tu utilises au quotidien avec tes équipes, justement pour gérer ces flux? Mmh Gérer mh. ces X de contacts quotidiens, donc tu parlais d'une dizaine de milliers par mois, mais voilà. Quelle est toi ta secret sauce pour faire en sorte que tout ça soit fluide et qu'il y ait pas d'insatisfaits et que justement les gens soient contents? Alors, j'ai eu de la chance de retrouver le même outil de CRM que j'avais mis en place chez Captain, c'est-à-dire Zendesk. Donc, un outil maintenant que je connais bien. Donc, ça, c'est On les voilà, salue d'ailleurs au passage. exactement. Donc, on utilise Zendesk enfin, c'est une plateforme sur laquelle on a intégré vraiment
tous nos différents flux de contact. Donc aujourd'hui, on est dispo par un formulaire de contact, par un mail, par WhatsApp, par un chatbot et ensuite un chat, par les réseaux sociaux et aussi par toutes les organismes de notation type Trustpilot, Google My Business, l'App Store, etc. Donc ça, on a tout intégré sur ce même outil. Donc en fait, ce qui est beaucoup plus simple pour avoir de la data et même du coup pour nos chargés de clientèle, pour qui en fait ils ont que cet outil à ouvrir. Et du coup, Donc concrètement, tout est dans Zendesk aujourd'hui. Ouais, Si je tout comprends. est voilà, centralisé sur cet outil. Nous, ça a été super important. C'est quand même des gains de temps et d'optimisation assez énormes. Donc, tout est centralisé là-dessus. Notre FAQ aussi, on utilise du coup Guide pour Zendesk. Et voilà, on a centralisé du coup tous nos channels de contact. Du coup, pour ceux qui nous ont entendu qu'on avait fait notre petit talk avec Hubert pour ce qui est du chatbot, on utilise du coup Hello My Bot, qu'on salue également. Xavier, juste, c'était pas Oui, Hubert. Hubert, c'est le frère de Xavier. Exactement, ils sont frangins. Excusez-moi. J'espère que Xavier va pas m'en vouloir s'il écoute. Je pense qu'il t'écoutera, donc. Bon, désolé, je te confonds avec Hubert. Donc, pour le bot, du coup, on utilise Hello My Bot. Après, en termes de source de connaissances, on utilise aussi en partie du coup Zendesk avec nos chargés de clientèle. On a une base de connaissances Zendesk où là on partage dessus, où il y a tous nos process, notre politique commerciale et autres news, donc ils peuvent tout Ce qui retrouver. permet à tout le monde de pouvoir retrouver des informations s'il y a une sollicitation sur un sujet, par exemple. Exactement, si à un moment ils ont un doute, ils savent où aller, c'est directement sur l'outil, pas besoin d'ouvrir une autre page, etc. On va utiliser en termes de data. Alors pour le coup, pour la data et tout ce qui est outils de BI, on va pas utiliser Zendesk Explore, mais on a un outil en interne qui s'appelle Looker. Ce qui est pas mal, c'est que ça nous permet de croiser des datas. On a fait remonter évidemment les datas de Zendesk dessus et on peut les croiser avec d'autres datas, d'autres équipes sur nos transporteurs et autres. Donc c'est assez chouette pour vraiment affiner la data. On va utiliser Muros, qu'on a aussi intégré à Zendesk. Alors qu'est-ce que c'est ? Pour le coup, Muros, c'est un outil qu'on utilise nous principalement pour ce qui est de la qualité, de faire les audits de qualité, parce qu'évidemment, on audite tous nos chargés de clientèle pour vérifier que nos SLA sur la qualité là, est bien respectée. Donc j'ai une personne. Alors juste, je te coupe. SLA, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui connaissent pas forcément l'acronyme ? C'est les KPIs qu'on suit. Du coup, on se donne des minimums à atteindre. Et du coup, pour ça, on a notamment un KPI sur la qualité des réponses, où on a mis en place des grilles un peu de notation sur différents points. Et du coup, j'ai une personne qui gère cette partie-là, et on le fait notamment par Muros. Et Muros, du coup, on l'intègre à Zendesk, et ça nous permet aussi de pousser des macros, donc des messages préécrits par notre part, selon le message client, donc grâce un peu à de l'intelligence artificielle, selon certains mots utilisés par le client, et Muros nous pousse certaines réponses préécrites pour nos agents. Okay, et il y a aussi toute une partie un peu analyse pour Muros qu'on utilise aussi, qui est assez poussée et assez cool, qu'on remonte aussi sur notre outil de BI Looker. Bref, tout s'entremêle un peu. Et sinon, 3 autres petits outils qu'on utilise. Donc, il va y avoir ShipUp pour la partie de suivi de livraison, qu'on a aussi intégré à Zendesk. Qu'on salue également au passage. On a eu Romain, du coup, qui est le CEO de ShipUp sur le podcast il y a un peu plus d'1 an maintenant. Du coup, ouais, on salue Romain et toutes les équipes ShipUp. Mais du coup, ShipUp qui va nous permettre, nous, un peu de cheersifier, donc c'est-à-dire d'avoir un tone of voice cheer sur nos messages de suivi de livraison, et d'essayer vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est que nos clients ne soient pas perdus, parce que la livraison, après, c'est plus entre nos mains. Donc, on veut vraiment que le client ne se sente pas perdu, qu'il ne sente pas que son colis est perdu, qu'il ne sache pas où il est, qu'il n'ait pas de news. Donc, on a vraiment mis en place des mails spécifiques via ShipUp pour le suivi de livraison avec tous nos transporteurs. Donc, on a intégré tous nos transporteurs dessus. Et ça nous permet aussi, de remonter en interne, en proactif, dès qu'un transporteur remonte via ShipUp un souci type...
le colis a pas pu être livré, ou alors le tracking s'est pas mis à jour depuis X jours, c'est peut-être qu'il y a un souci. Ça remonte un ticket en ticket chez nous, et du coup on peut contacter proactivement le client pour le rassurer, aussi voir un peu ce qu'il en est de son côté, et aussi voir de notre côté sur la partie un peu transporteur, et voir avec lui Donc s'il y a un quand souci. tu dis qu'il y a un ticket qui se crée, ça veut dire qu'il y a une sorte d'alerte, une information pour Exactement. tes équipes justement, pour une personne donnée, sur telle commande qui a potentiellement, un sujet donc d'être proactif justement sur cette action. Exactement. Donc ça, voilà, D'accord. ShipUp. Pour le NPS, on utilise Did You Enjoy? Et Alors après, NPS avant que tu continues comme ah ça, oui. les gens ils nous suivront. Alors le NPS, c'est le Net Promoter Score. Ça te donne en fait, c'est une note qui va entre -100 et 100, qui te donne en fait un avis général sur ton entreprise, tes produits, sur la satisfaction en L'expérience. fait client, voilà, sur l'expérience au global. Donc comme je disais, c'est un outil, une notation un peu sévère, je trouve. Parce que ça va de -100 à 100, et en fait, globalement, c'est une note sur 10. Donc ce qui est considéré comme promoteur, c'est les gens qui te mettent 9 ou 10 sur 10. Entre 6, 7, 8, c'est des gens considérés comme passifs, et en dessous de 6, c'est des gens considérés comme détracteurs. Et en fait, le calcul se fait, on met de côté en fait les clients passifs, et on calcule en fait le ratio entre le nombre de clients promoteurs sur le nombre de clients détracteurs, et ça te donne une note entre -100 et 100. Sachant que t'es plutôt une bonne entreprise à partir de 30. Super Euh, intéressant ça. donc voilà, ça c'est un truc qu'on suit. Et après, en interne, l'outil qu'on utilise, ça va être Confluence et Jira. Donc Jira pour la remontée de bugs, qu'on a aussi intégré à Zendesk du coup. Comme ça, on peut remonter directement si on voit des bugs directement via Zendesk avec le ticket client. Ça, on a toutes les infos, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Et Donc Jira qui est plus un outil en interne. exactement. Et Confluence qui va être voilà vraiment sur un peu la bible de tout ce qui se passe, de tous les process dans toutes les équipes, vraiment en interne, où on retrouve un peu, voilà, chaque équipe met un peu tous ses dossiers, ses sujets, etc. C'est vraiment la bible de Cheers. Waouh et bah, dis donc ça fait une sacrée stack et justement celle-ci, c'est celle que tu nous as décrite, c'est celle que toi tu as mis en place et que tu avec laquelle tu travailles, mais j'imagine que tes a les personnes, tes équipes n'ont pas accès à tout ça tous les jours? Non, non, clairement pas. Voilà. Ah, il y a un autre que j'ai oublié qu'on aime Ah, beaucoup, c'est d'accord, Miro, oui. qu'on utilise notamment avec le produit, mais aussi quand avec mes équipes en interne, on réfléchit à faire avancer en fait certains projets. Enfin, en exemple dernièrement, ce qu'on a fait qui a été très cool, c'était on a fait tout un atelier un peu d'idéation sur le chatbot qu'on a mis en place il y a maintenant 1 an avec Hello Maybot. On veut aller plus loin, on a plein d'idées, donc on a postité à fond via Miro. Vu qu'on est une entreprise pas mal en télétravail, c'est quand même assez utile du coup d'avoir cet outil-là. Donc c'est vraiment un outil possible. On a eu plein d'idées sur ce qu'on pourrait mettre en place de cool pour nos clients, etc. Ce qui a été remonté par nos clients. Et ensuite, ce qui nous a permis ensuite de dégager un peu les cinq sujets principaux sur lesquels on a fait des votes. Et voilà, c'est un outil super cool pour ça, pour faire vraiment des ateliers d'idéation, etc. Ou même des suivis de sujets. Donc ça, on aime beaucoup. Bah, justement, tu parlais de télétravail et en préparant ce podcast ensemble, on se demandait justement, ce qu'on allait par rapport à tout ce sujet qui post-Covid et pendant Covid aussi, comment ça s'est géré toi au niveau de tes équipes? Parce que concrètement, on pouvait plus trop se parler, on n'était pas physiquement ensemble. J'imagine que toi, avec tes équipes, tu as une forme de proximité initialement physique, mais qui a Exactement. été un peu perturbée, mine de rien, et ça a un peu cassé un peu le paradigme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé et aujourd'hui, comment vous fonctionnez? Ouais. Alors moi, je suis arrivée en plein Covid pour le coup, parce que je suis arrivée à l'été 2020. Et du coup, non, ce qui est assez étonnant, c'est que avant le Covid, Cheers n'était pas très féru de télétravail, il n'y en avait quasiment pas. Avec le Covid, forcément, il y en a eu du full. Donc moi, je suis arrivée vraiment en full télétravail. Donc c'est vrai que c'est un peu dur d'arriver dans une entreprise où, pour connaître les gens, c'est que des gens que tu rencontres par micro et par Google Meet. On a eu la chance après d'avoir un retour au travail petit à petit. Mais c'est vrai que en fait, finalement, avec le Covid, le télétravail s'est pas mal installé, a été vraiment instauré. Pendant très longtemps, on a eu le choix entre venir
au bureau ou rester chez soi. Et aujourd'hui, comment on fonctionne, c'est on a un nombre de jours par mois où on doit être au bureau et en fait, par équipe, on s'est assez mis d'accord sur des jours pour se retrouver tous ensemble. Donc moi, globalement, je vais au bureau deux fois par semaine et j'ai des jours de rassemblement avec mes équipes où pour le coup, l'objectif, c'est voilà, on est au bureau tous ensemble, donc on avance vraiment sur des sujets de fond, des sujets où on a besoin d'être en présentiel ensemble, donc faire des workshops, des déjeuners ou des trucs un peu plus sympas. Donc vraiment un peu les réunions et nos meetings, nos réunions d'équipe, on les fait vraiment quand on est en présentiel. Donc aujourd'hui, voilà comment ça marche. Donc vraiment en 2 ans, Cheers est passé de quasiment pas de télétravail à une majorité, enfin au moins 3 jours par semaine de télétravail. Sachant que de toute façon les bureaux sont ouverts, donc si des gens veulent venir tous les jours, ils peuvent. Mais globalement, le mood de l'équipe, c'est globalement de faire 3 jours à la maison et 2 jours au bureau. Et, Tu me disais justement qu'il y avait une de tes collaboratrices qui était en full remote et oui, et du coup, depuis ils ont ouvert l'étranger. aussi le full remote. Vu que nos marchés principaux sont la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, on peut faire du full remote dans ces pays-là. Et du coup, moi, j'ai typiquement une personne de mon équipe qui est partie à Barcelone. Qui doit être Du coup, bien au qui chaud. revient. Ouais, qui a l'air d'être plutôt bien et qui, du coup, elle revient 2 à 3 jours. Globalement, c'est par mois, parfois tous les 2 mois, selon un peu. Enfin, on se met d'accord. Donc voilà, D'accord. donc par rapport à typiquement moi que chez Captain, il y avait quasiment pas de télétravail, donc on était tout le temps au bureau. Donc voilà, j'ai appris aussi, ça m'a permis d'apprendre voilà aussi à gérer et essayer de fédérer, parce que quand t'es manager, c'est aussi ça, de fédérer un peu tes équipes, même à distance. Et Bah justement, j'allais te poser la question, est-ce que c'est pas compliqué, toi, en tant que manager, avec X collaboratrices, collaborateurs, des fois jeunes, des fois avec une forme de maturité sur les sujets, mais de pouvoir gérer justement cet onboarding quand tu as un nouveau collaborateur qui arrive, d'éventuellement, tu sais, piloter la qualité en fait des réponses qui sont apportées vis-à-vis du client. Justement, est-ce que toi, ça te crée pas des nouvelles frictions, des nouvelles barrières avec cette organisation un peu distancielle? je pense que d'arriver du coup en plein Covid comme ça, où de toute façon on n'avait pas le choix, ça m'a fait me lancer dans le bain directement comme ça. Et je pense que j'ai de la chance vraiment. J'espère qu'elles m'écouteront du coup, parce que je manage du coup une équipe de filles. Mais On honnêtement, d'avoir essaie. une super équipe où on se fait vraiment confiance et où pour le coup il n'y a pas eu trop de sujets là-dessus. Voilà, je pense qu'en restructurant l'équipe, en arrivant, en se mettant d'accord sur les rôles et les fonctions de chacun, voilà, qu'on ait bien des OKR d'équipe et aussi après des Des objectifs objectifs. selon chaque personne. Je pense que ça a été hyper clair. Voilà. Ça, ce qui est très cool chez Cheers, c'est que globalement, on sait où on va. C'est une boîte assez transparente. Donc, en fait, on connaît nos objectifs, les objectifs de boîte. Après, il y a les objectifs par grosse équipe. Donc, typiquement, moi, c'est les équipes opérations. Et ensuite, moi, j'écris mes OKR pour moi, mon équipe, donc l'expérience client. Et ensuite, chaque personne dans mon équipe, selon son scope, a des objectifs différents. Mais globalement, ça, on l'a travaillé ensemble. Et je pense que ça a été hyper important. Et je pense que c'est ça qui a permis un peu de fédérer l'équipe et voilà, et de motiver l'équipe. C'est que en fait, on sait où on va. On s'est mis d'accord sur comment on y va. Chacune a ses objectifs, chacune sait ce qu'elle doit faire. C'est clair, les missions sont claires, les objectifs sont clairs. Donc en faisant ça, ça a vraiment permis, je pense, de bien rouler, même en télétravail. Alors c'est vrai que parfois c'est un peu frustrant parce que c'est toujours bien d'avoir des small talks au travail. Parfois quand tu as des questions, D'aller au t'es au café. bureau, voilà, oui, d'aller au café, ou même quand tu as des questions et que tu es au bureau, la personne en face de toi, tu peux lui poser. Là, parfois il arrive, du coup tu poses la question sur Slack, mais ça se trouve elle fait autre chose et du coup tu vas avoir la réponse qu'une demi-heure après au lieu de l'avoir dans la minute. Mhm. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui forcément sont parfois toujours un peu pénibles. Mais globalement, je pense qu'on a aussi appris à vivre avec. Et voilà, donc la clé, ça a vraiment été voilà la communication, la transparence et d'être hyper clair. Et de toute façon, du coup, on a mis en place voilà des meetings quand même assez réguliers. Voilà, j'ai des one-one toutes les semaines avec chaque personne de mon équipe. On a un gros point d'équipe toutes les semaines où en fait on fait vraiment des tours de table où voilà on sait ce qu'a fait cette personne, un peu comme les stand-up tech où on sait chaque personne dit un peu sur quoi elle a travaillé la semaine qui a passé, ce qu'elle doit faire, c'est quoi ce sur quoi elle est, voilà il y a beaucoup de partage et en plus en utilisant Confluence et nos autres outils, voilà il y a vraiment beaucoup de partage sur tout ce qu'on fait, donc on peut savoir
sur quoi chacun travaille. Bien Et sûr. voilà, je pense que c'est ce qui nous a permis, voilà, d'aujourd'hui de réussir à bien travailler malgré le gros télétravail qu'on a. Ouais, ce qui permet de dire aux détracteurs du télétravail que, c'est pas parce qu'on se voit que c'est forcément bien structuré et bien piloté, quoi. Non, et même justement, je dirais que ça permet, je pense, le télétravail comme ça a permis d'encore mieux structurer vraiment les équipes. Parce que je me dis, je suis pas sûre que j'aurais fait ça si on avait été tous en présentiel. Ça aurait sûrement été moins structuré et peut-être moins clair. Donc, Mmh. merci le télétravail. Merci beaucoup. Et justement, ouais, super intéressant en tout cas ce feedback-là. Et moi j'avais une question pour toi parce que, alors elle m'est venue comme ça, on l'a pas préparée, on y va, on se lance. Vas-y, vas-y. Il y a pas mal de détracteurs sur, le customer care, alors le service client, si tu me permets de Bien sûr. vulgariser ça de cette manière-là, où on voit en fait que c'est plus une charge. Tu sais, en termes de comptabilité, tu vois, on voit que ça coûte Mmh. tant, que c'est, des dépenses pour ça, c'est, tant d'effectifs et cetera et cetera. C'est tant de retours, assez négatif généralement. Je sais pas si toi, tu le constates encore chez Cheers ou même dans ton réseau? Est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui est un peu nouveau, une nouvelle énergie où les gens se rendent compte justement que tu parles depuis le début d'expérience client, mais justement, est-ce que ça, c'est pas une mentalité qui est en train d'évoluer? Justement, où historiquement, les gens, ils faisaient du service client, bah, c'était un petit peu, voilà, traite les détracteurs et voilà, c'est tout. Mais alors, je suis super d'accord et je trouve ça génial comme question parce que même moi, quand j'ai commencé dans mon cercle proche, vraiment tout le monde me disait ah mais du coup tu vas répondre aux mails des clients toute la journée et j'étais là bah non ce n'est pas ça en fait Et de c'est faire du assez service. connoté négativement en plus, hein. Ah c'est super oui oui c'est super connoté négativement mais je suis vraiment d'accord que les mentalités évoluent. Déjà je pense que dans le monde de la start-up c'est vite rendu compte qu'aujourd'hui, c'était quand même primordial d'avoir une expérience client, un service client du feu de Dieu, puisqu'avec bah, voilà, tous les réseaux sociaux, c'est très facile d'avoir quand même des gros bad buzz. Donc en fait, c'est quand même important d'avoir un service client quand même fort et de qualité, voilà, pour fidéliser les Et clients. réactif. Exactement, ouais. Mais je dirais même qu'en plus aujourd'hui, globalement, je pense que toutes les boîtes arrivent à être assez bien réactives et que maintenant, ce qui fait la différence, ça va vraiment être plutôt la proactivité pour le coup. Ça, on pourra Ah en bah, bah, redébattre super, hein. longuement. Ah bah, non, mais oui, ça, c'est un podcast qu'on pourra refaire, ça, justement. Vas-y, Exactement. tu me tends la perche, là, Louise. Mais donc oui, ça, je pense qu'il y a encore quelques années, c'était assez connoté négativement. Voilà, pendant très longtemps, c'était vraiment une charge pour l'entreprise euh, et que ça coûtait beaucoup d'argent pour au final peu d'impact. Je pense que ça a vraiment commencé par le monde des startups qui s'est rendu compte qu'en fait, voilà, les réseaux, le bouche à oreille fait quand même beaucoup et qu'en fait, le service client, plus que de répondre aux clients sur ses problèmes, est vraiment là du coup pour bah, accompagner, fidéliser bah, Convertir le client, voilà, convertir, bah, faire passer un peu à l'acte d'achat. d'achat, voilà, qui est là pour ça et que bah, le service client, c'est pas que ça, c'est qu'il y a aussi toute la partie bah, voilà, parcours, en fait, parcours client, quoi. C'est hyper important. Et après, l'autre grosse partie hyper intéressante, et c'est là où je pense que les startups ont bien compris, qui sont globalement assez orientés data, c'est que le service client, c'est quand même une mine d'or pour driver quand même ton business parce que bah, les retours clients sont quand même hyper intéressants et je pense que les startups ont commencé mais globalement de plus en plus de boîtes le font. C'est que pour avancer voilà sur le business, prendre un peu des décisions stratégiques, etc. Si le service client et l'expérience client marchent bien, c'est bah, l'objectif de l'entreprise, c'est d'être la voix en fait du client et de remonter. Voilà, ça Mmh. va être évidemment de remonter les problèmes, tous les petits trucs à améliorer, etc. Bien sûr. Mais aussi un peu toutes les suggestions, ce qu'on peut voir sur bah, je sais pas, les questions posées, les suggestions et autres, ça remontait parce que bah, c'est hyper, hyper intéressant voilà, pour les équipes produits, pour les équipes business, de savoir voilà, qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi les gros problèmes spécifiques. Donc on Donc oui, casse un peu les silos aujourd'hui, il y a le service client, la caricature du service client qui est derrière sa cloche en verre et qu'on isole parce qu'ils parlent tout le temps aux clients, avec le téléphone et qu'ils font du bruit. Ça, c'est de moins en moins vrai, quoi. ouais, non, c'est clair. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance, moi, dans mes expériences. Alors, un peu moins encore chez Leroy Merlin, mais parce que c'était assez différent. Mais chez Captain et chez Cheers, c'est que pour le coup, et c'est aussi pour ça que j'aime bien le côté un peu startup, scale-up,
c'est que je trouve que c'est des entreprises qui ont bien compris l'intérêt et les enjeux voilà de la partie service client et qui du coup mettent vraiment en fait le service client un peu au cœur du business et en fait ce qui fait qu'en fait on travaille avec toutes les équipes donc on travaille vachement avec les équipes forcément produits tech QA pour remonter un peu aussi bien tous les soucis ou sujets clients, mais aussi nous, ce sur quoi on réfléchit sur les parcours, sur les intégrations, sur voilà comment améliorer le parcours du client. Ça, on passe vachement avec eux là-dessus. On va bosser avec le marketing, voilà, parce que sur tous les retours des offres promo, qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi les retours des clients, est-ce qu'ils ont compris l'offre, est-ce qu'ils n'ont pas compris, voilà, essayer de comprendre pourquoi certaines offres marchent mieux que d'autres, voilà. On va travailler effectivement avec les équipes opérations, notamment tout ce qui est livraison, les achats et la supply, parce que sur la qualité des produits, est-ce que je sais pas, typiquement on s'est rendu compte que on fait des super belles box où tu peux mettre tes photos et du coup la mettre chez toi, ça fait un joli objet de déco, mais on s'est rendu compte qu'en fait il y en avait une niveau qualité, ça marchait pas du tout, ça nous a permis de corriger le tir et de changer de presta là-dessus, D'accord. de faire des voilà. Donc moi c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est qu'on travaille vraiment avec tout le monde et chez Cheers, c'est vraiment ça, c'est que chaque équipe est assez intéressée par les retours clients. Dès qu'on lance des sujets, on a toujours c'est quoi les retours clients sur voilà quand on a lancé la carterie, voilà, on suivait, on a un copil pour suivre un peu tous les retours clients, voilà, de voir ce qui marche pas. Enfin voilà, on Ok, est un peu au cœur de ouais, l'entreprise, on adore. au cœur, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça a l'air tellement central et c'est si évident quand tu en parles. Mais justement, pour les personnes, et on va peut-être conclure sur cette dernière question, si tu veux bien, Louise. Mhm. Les gens qui, aujourd'hui, ont peut-être l'écueil d'un service client un peu plus traditionnel, ou même les gens qui n'ont pas encore de customer care parce qu'ils sont en train de se lancer, ou que ça a été fait par justement le responsable produit, le responsable des réseaux sociaux qui gère tout un peu en même temps. Quelles sont un peu les grandes étapes, les choses importantes que toi, tu as mis en place pour lancer le customer care tel qu'il est aujourd'hui? Grande question. Yes. Du coup, ce que je disais, le premier point, c'était un peu vraiment donc un peu restructurer l'équipe pour que les missions, les tâches, les objectifs de chacun soient clairs. Après, effectivement, ça a été, comme je l'expliquais, un peu de bien centraliser un peu tous nos outils qu'on avait. Bien sûr que c'est des outils adéquats, qui marchent bien, qui se connectent bien ensemble, voilà, qui nous sont bien tous utiles. Donc voilà, pour optimiser aussi pour nos chargés de clientèle voilà, leur temps et que tout soit bien clair. Et après, il y a toute une partie où en fait nous notre objectif c'est qu'on veut vraiment être omnicanal. C'est fini un peu le côté service client, on se cache un peu, on veut pas trop donner notre adresse mail, on veut pas trop Mmh. voilà On que est les gens transparent, quoi. réussissent à nous contacter. Voilà, on veut vraiment être transparent et on trouve que c'est hyper important. Et c'est pas parce que t'es plus transparent que les gens vont te harceler parce qu'il faut faire les choses bien. Donc ça a été voilà, mettre en place un peu cette omnicanalité. Donc typiquement depuis que je suis arrivée, donc on a lancé WhatsApp, on a lancé du coup le chatbot qui est ensuite devenu un chat. Là on va bientôt lancer petite news le téléphone sur la partie plutôt photo booth, mais après derrière on va aussi le lancer de manière globale sur la partie un peu plus Et petite exclue e-commerce. sur le podcast. Exactement. Donc voilà, donc ça a été, donc c'est voilà, c'est vraiment travailler cette omnicanalité, tout en évidemment mesurant nos flux parce qu'on a quand même des objectifs à atteindre. Mais voilà, ce que je trouve important, c'est que c'est pas parce que tu es plus transparent que les gens te contactent plus, parce que si tu gères bien ton service client et surtout ton expérience client, donc c'est-à-dire ton parcours client, que ce soit à l'inscription, aux pages produits, à la partie de la création, à la partie paiement et à la partie suivi de livraison et ensuite réception de ton colis, si tu remontes bien, si tu travailles bien en fait avec tout le monde sur la chaîne, donc ce soit les équipes tech, le market, les ops, etc. Si ton expérience client est smooth pour le client et si ça marche bien, tu vas pas être submergé par le service client et du coup tu vas vraiment gérer que des problèmes un peu à valeur ajoutée. Et vraiment ce que je dis, ou nous c'est un peu là où on veut aller, c'est que nos chargés de clientèle deviennent un peu des vrais coachs pour nos clients et qui les aident vraiment, qu'on veut vraiment se focus sur la partie vraiment création et qu'on soit de l'aide en fait vraiment pour nos clients sur cette partie-là. Ok. Donc les bons outils, de la transparence,
et les bonnes personnes. Et justement, je t'ai pas arrêté à ce moment-là parce que c'est hyper intéressant ce que tu nous dis. Mais est-ce que tu penses euh, que tout le monde peut être un bon chargé de clientèle? Et tu vois, quand soit tu recrutes les personnes, qu'est-ce que tu vas regarder en priorité? Parce que je pense que des gens qui vont se lancer, bah, il y a des gens qui sont faits pour telle et telle relation. Tu vois, il y en a qui sont plus des commerciaux, il y en a qui sont plus là ici pour te conseiller, d'autres qui aiment pas du tout le contact client. Toi, justement, quand tu recrutes quelqu'un ou quand tu décides d'identifier des compétences en interne sur des profils, qu'est-ce que tu regardes? Ouais, bah, alors ça peut paraître un peu bête, mais c'est vrai que la première chose, c'est évidemment d'avoir un bon relationnel et de pas avoir peur de parler aux gens que tu ne connais pas ou Mhm. voilà, de prendre ton téléphone ou Donc de ça, c'est la contacter base. les personnes et de passer du temps. Ça, c'est vraiment la base, mais c'est vrai que tout le monde est pas comme ça. Moi, j'en connais plein qui aiment pas téléphoner, Bien ou sûr. voilà, que ça embête de passer du temps avec des gens. Donc ça, c'est le principal. Après, ce qu'on regarde beaucoup, outre bah, tous les prérequis un peu plus techniques et un peu le background voilà, scolaire et sur le travail, on est quand même les soft skills, je trouve, dans ce métier-là, sont quand même très très importantes. Je trouve qu'elles sont limite plus importantes que les hard skills pour le coup. Parce que je pense que c'est un métier qui peut quand même s'apprendre aussi sur Sur le terrain. entre guillemets. Mm. Voilà, donc je disais bah, vraiment avoir un bon contact client, Bon un bon savoir-être. relationnel, un bon savoir-être, un peu la tête bien faite et voilà l'empathie, c'est super super important. Quelqu'un qui arrive à se mettre à la place voilà du client et du coup réfléchir sur si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aimerais, comment voilà. Euh, bon après c'est plus un hard skills mais les gens s'en rendent pas trop compte parce qu'on pense juste que que le service client c'est de répondre à des mails mais être de plus en plus orienté data c'est quand même hyper important parce que comme je disais bah on est vraiment au cœur de l'entreprise et l'idée c'est de remonter un peu toutes les datas parce c'est une pépite tous les retours des clients qu'on a voilà tous C'est précieux, ouais. tous les pans de l'entreprise. Donc, faut être assez orienté data pour analyser voilà tous les verbatims, catégoriser voilà les retours, voir un peu voilà les NPS, réussir. Donc voilà, ça c'est super important. Et après nous c'est aussi un peu un mindset de boîte. Nous on a ce qu'on appelle un culture guide. C'est voilà, on a 9 grosses valeurs chez Cheers. Donc, ce sont vraiment voilà, des soft skills, Bien notamment qui sûr. va être voilà, sur l'audace, le smile, le test and learn, hyper important. Donc voilà, c'est surtout voilà, c'est en plus des hard skills selon les postes, ça va vraiment être voilà sur ces soft skills là qu'on va regarder. Donc c'est on a quand même une culture de boîte assez forte malgré le télétravail, ce qui est cool parce qu'on a eu un gros travail de notre équipe, notre RH là-dessus. On l'a gardé malgré le télétravail et ça c'est hyper important de fitter. Donc voilà, c'est surtout ça que je vais regarder. Je pense que voilà, c'est aussi des gens qui vont pas peur de l'opérationnel parce que il y a quand même pas mal d'opérationnel, mais c'est super cool et le fait de ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis et de tester. Voilà, bah comme je disais, bah chez Cheers, bah c'est et chez Katen, c'était pareil, mais vraiment, bah, le test and learn, c'est super important. Faut être hyper curieux. C'est bien de tester des choses. Parfois, ça marche et c'est trop cool. Et si ça marche pas, bah, c'est pas grave, on l'aura testé. Mais voilà, c'est un peu cette ouverture d'esprit qu'il faut regarder. Donc, c'est un peu Hmm. tout ça. Donc, c'est assez dense et riche, mais voilà, Sacrée c'est aventure en tout cas, et justement, c'est encore plus flagrant dans une boîte tech, 100% tech comme Cheers qui, bah, exactement. finalement, c'est intangible. Il n'y a pas de représentant de Cheers, et vous êtes un peu l'humanisation de la marque, et c'est hyper important justement de bien l'incarner, quoi. Ouais, clairement. Eh ben, merci beaucoup Louise pour toutes ces explications, et je pense que on a on a sans doute un deuxième podcast à tourner, hein, sur notamment Bah ouais, la avec plaisir, proactivité, carrément. ou Ouais, peut-être que ce sera sur un autre format, un article, ou je sais pas si tu es, si tu motivé. Nous, on est toujours contents de pouvoir partager avec des gens du terrain comme toi. Et peut-être pour le mot de la fin, Louise, comment est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu es joignable? Est-ce que tu es sur les réseaux, toi? bien sûr, je suis sur les réseaux, bah, je pense que le plus simple, ça va être LinkedIn. Donc, alors je m'appelle Louise Martin, donc il y en a peut-être 46 012. Donc, On va mettre du coup ton LinkedIn direct en commentaire exactement. du post. Donc LinkedIn. Après, moi j'ai une adresse mail. Moi j'adore discuter avec des gens du secteur et pas que. Ça, j'en fais pas mal. La Donc preuve en est. exactement. Donc par mail, louise.martin@cheers.com. Voilà, je serai
très, très contente de parler avec des gens du secteur ou des gens qui sont pas forcément du secteur, parce que je pense qu'il y a plein de bonnes pratiques à prendre partout. Absolument, et n'hésitez pas, les auditeurs, à indiquer que vous venez de la part du podcast. Comme Bah ça, ouais, Louise saura. exactement. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Louise. Je vais te laisser vaquer à tes occupations. Je sais que tu as des journées très chargées et que tu m'as accordé un petit laps de ton temps et c'est précieux. Et on te remercie beaucoup, en tout cas. Bah, merci beaucoup, David, c'était trop cool, et puis à bientôt. À bientôt. Salut, Louise. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode, et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io, pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.